Bonjour, donc je suis Adrien Sanker, j'ai fondé le cabinet Winch, qui est un cabinet de conseil dédié aux acteurs de la sphère publique et qui intervient sur des projets de développement de la plaisance et du nautisme au sens large, tout ce qui est mise en place de stratégies nautiques de territoire, projets d'aménagement en lien avec le nautisme et évolution des modes de gestion, notamment des ports de plaisance. Donc je suis absolument pas spécialiste des questions digitales, par contre plus observateur des tendances d'évolution du nautisme et de la mise en marché des nouvelles offres. Très bien. Donc, l'objectif de cette table ronde, c'est de donner les clés pour avoir une offre visible sur Internet, pour augmenter son activité in fine. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'échanger 35 minutes sur les différents points, et ensuite, on garde 10 minutes pour les questions-réponses. Donc, au programme, on va rappeler ce qu'est le nautisme et les acteurs. Il y aura le retour d'expérience sur la création d'un boat club. Puis on va parler stratégie et mise en œuvre et donner des tuyaux pour pouvoir débuter simplement les activités numériques liées au nautisme. Donc Adrien, peut-être nous faire un rappel de la définition du nautisme. Donc là j'ai mis une petite illustration du début du siècle. On la voit là. C'est vrai que aujourd'hui, on parle d'expérience, mais il y a différents types de nautisme. Donc, est-ce que tu peux nous donner les différentes activités ? Oui, alors, enfin, en quelques mots, déjà, il n'existe pas de définition réglementaire officielle du mot nautisme. Alors, je regardais rapidement sur Wikipédia, ça nous sort le nautisme regroupe les activités de sport et celles de loisirs qui consistent à naviguer sur un plan d'eau, que ce soit la mer, la rivière ou un bassin. On pourrait rajouter sous la mer aussi parce que la plongée rentre dedans. Mais globalement, on a affaire à une filière extrêmement large, en tout cas en termes de pratique. Ça commence avec des supports très faciles d'accès comme le pédalo ou le paddle, et puis ça se termine sur des super yachts de 100, 150 mètres, 200 mètres qui rentrent quelque part dans cette case du nautisme. Donc voilà, on a une activité qui est extrêmement diversifiée avec, par rapport au sujet qui est posé, bien évidemment des conditions d'accès qui sont extrêmement différentes parce qu'on accède plus facilement à une heure de paddle qu'à une heure sur un super yacht, ça vous en doutez. Et puis on a, pour faire simple, deux types de formes de pratique. En gros, il y a les propriétaires de leur matériel, que ce soit un bateau, que ce soit une planche à voile, que ce soit un paddle, où il y a plus ceux qui sont consommateurs et donc qui louent, qui pratiquent un stage. Donc on a, par rapport toujours au sujet posé, quand même deux angles d'attaque extrêmement différents, parce que l'achat d'un paddle, c'est plus une question de marque. J'ai acheté le dernier paddle de chez Decathlon ou autre. La consommation d'une pratique, c'est plus lié effectivement à des prestataires, à des loueurs, à des plateformes en ligne comme Skipper. Donc on est évidemment sur des sujets qui sont un petit peu différents. Pour caricaturer un peu, on peut mettre d'un côté tout ce qui est nautisme léger et glisse, plutôt des supports légers, et de l'autre côté tout ce qui est plaisance, le bateau, en ayant quand même en tête qu'on immatricule en France 80% de petits bateaux à moteur. Donc le gros du marché, c'est quand même le petit bateau à moteur, alors qu'on a toujours une image des voiliers. C'est un peu, c'est une niche de marché en tout cas par rapport au bateau à moteur. Voilà rapidement sur la définition, qui n'en est pas une, mais qui visait à montrer un peu la diversité du sujet. Merci, ça pose le cadre. En termes il y a une particularité avec le nautisme, c'est qu'il y a certaines contraintes. Claire, est-ce que tu peux développer un petit peu Oui, alors le nautisme est assez complexe en fait, et nous on le voit avec nos prestataires parce que c'est des skippers professionnels mais qui sont souvent pas au courant à la fois de ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire qu'en France les diplômes changent assez régulièrement, ils doivent repasser des modules assez régulièrement et c'est un diplôme qui est franco-français. Ce qui veut dire qu'en fonction aussi de la nationalité de leur bateau, ils peuvent aller dans un pays ou un autre. Donc pour chaque pays, il faudrait connaître en fait les législations en vigueur. Donc quand ils veulent avoir un autre projet ou un tour du monde, c'est assez compliqué pour eux d'embarquer des personnes à bord. Et donc comme ils fonctionnent assez en silo, ils sont souvent à la demande de renseignements sur ce qu'ils peuvent faire, quels diplômes ils peuvent avoir, quelles doivent être également les juridictions de leur bateau, s'ils doivent être en navire à utilisation commerciale par exemple. Et puis également au niveau de leur structure. Donc est-ce qu'ils peuvent fonctionner en auto-entrepreneur, en URL, en association, etc. Et donc pour eux, tout ça fait quand même pas mal de questions auxquelles ils arrivent difficilement à répondre en fait de façon globale. Merci. Il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, c'est la particularité de la filière sur un nombre d'acteurs assez dispersé. Adrien, est-ce que tu peux nous
nous expliquer Oui, alors effectivement, on a tendance à dire que généralement on travaille sur un millefeuille. Enfin, pour prendre l'exemple d'un port de plaisance, généralement le port appartient à une commune ou à un département. Il en confie la gestion à un privé, soit il la garde en gestion, soit il la confie à une CCI ou à un autre outil. Dès qu'on sort du plan d'eau, dans la limite des 300 mètres, généralement, on est à peu près chez le maire qui a la compétence et en gros qui a la responsabilité s'il se passe des problèmes. Puis après, on arrive dans les limites de haute mer, donc on arrive plutôt dans les juridictions de l'État, etc. C'était juste pour montrer, effectivement, on est sur une activité qui s'organise sur le littoral, qui est un espace géré et contraint en tout cas par la loi littorale. Donc ça, c'est une de ses spécificités, c'est-à-dire qu'on n'a pas de notion de propriété, ce qui fait que, par exemple, tous les professionnels du nautisme qui sont installés sur les ports de plaisance sont aujourd'hui des baux extrêmement précaires et peuvent globalement être éjectés tous les ans à la fin de l'année. Donc ça, c'est un vrai sujet en termes d'implantation, en tout cas sur le domaine public. L'autre sujet, effectivement, c'est cette diversité des acteurs, parce que quand on parle de pédalo et de super yacht de 250 mètres, on n'a pas affaire effectivement aux mêmes acteurs et aux mêmes référents. En France, en plus, on a une vraie particularité, c'est qu'on a un fonctionnement un peu plus en silo que dans d'autres pays anglais, mais généralement, on a les ports de plaisance, les industries nautiques, plutôt le nautisme léger, mais qui est géré et régi par des fédérations, de la voile, le kayak, l'aviron, qui sont des fédérations à vocation davantage sportive et pas forcément touristique. En tout cas, elles sont pas toujours très pertinentes sur ce sujet. Donc aujourd'hui, pour un porteur de projet, en tout cas dans le nautisme, on se heurte effectivement alors à des difficultés réglementaires, etc., mais aussi à une difficulté d'acteurs, avec souvent des difficultés à identifier, en tout cas, les bonnes personnes pour mettre en place les choses. Ok. Également, ce qu'on avait pu voir pour les professionnels du nautisme, c'était qu'il y avait une saisonnalité. Alors, sans partir dans les solutions, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur cette particularité, Claire, le fait que, voilà, notamment sur les croisières et le surf, c'est un impact important. Ouais, alors je crois que c'est justement, selon les activités, ça va être un peu différent, mais par exemple, autant sur les croisières, c'est clair que tout ce qui va être à petite durée, à petit panier, en fait, on va être vraiment sur une grosse saisonnalité, parce que sa journée en bateau, on la prévoit en général au mois d'août, quand on est déjà en vacances, donc on la prévoit un peu du jour au lendemain, au mieux la semaine d'avant. Donc pour tout ce qui est les activités comme le surf, le paddle, etc., ça va être à peu près la même chose. En revanche, dès qu'on va partir sur des vraies vacances avec plusieurs jours d'affilée où le panier va être plus gros, là on va avoir plus tout type de réservation. Donc pour les croisières en voilier d'une semaine ou 10 jours, on va aussi avoir des réservations en janvier pour l'été ou même sous les tropiques. Et donc finalement ça va être relativement régulé sur l'année. Très bien. Et peut-être pour faire la transition par rapport au retour d'expérience, on voit qu'il y a une montée de nouvelles pratiques par rapport notamment à l'abandon de la possession, enfin moins de possesseurs. Oui. En fait, jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient propriétaires d'un bateau. Bruno pourra vous en parler aussi. Mais c'est vrai que cette tendance a tendance à diminuer. En fait, on se rend compte de plus en plus que la possession d'un bateau coûte cher. Il y a quand même beaucoup de choses à faire tout au long de la vie d'un bateau. Et donc, les gens ont plutôt... Et finalement, ils ont peu de temps pour en profiter. Donc, les gens ont de plus en plus tendance à, en fait, vouloir en profiter de façon saisonnière et régulière. Et donc, soit vont partir vers le boat club, soit vont partir vers la location, en fait, avec ou sans skipper, s'ils sont à l'aise. Mais en tout cas, vont partir à la location vraiment en zappant un peu parfois même les activités, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire du bateau une semaine et de la plongée une autre semaine. Donc, on a tendance à voir comme ça un peu du zapping dans les activités de plus en plus. Très bien. Donc moi aussi, je vais utiliser ma zapette. Hop. Là, merci Bruno d'avoir accepté notre invitation. Donc l'idée, le sujet, c'est comment rendre une offre donc commercialisable sur Internet, donc dans le nautisme. C'est intéressant de partir d'une expérience que tu as pu avoir. Alors, c'était en quelle année ? Alors en fait, l'histoire Boat Club démarre par l'observation de ce qui se passait aux États-Unis depuis maintenant presque 10 ans, en y allant pour vendre mes catamarans à l'époque dans une autre vie. Et donc je voyais le démarrage des boat clubs. Et c'est un travail qu'on avait fait avec la Fédération des industries nautiques. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, je pense, ont vu cette petite animation qui dure 3 minutes, qui parle des nouveaux comportements dans le nautisme et ailleurs, d'ailleurs. Donc vous trouvez ça sur le net facilement.
Et en fait, ce petit film, il était là pour dire attention, il se pourrait, dire aux professionnels, il se pourrait qu'on passe justement de la propriété à l'usage assez facilement, puisqu'on le constatait justement dans certains pays, aux États-Unis particulièrement. Et donc, et c'est le cas aussi un peu en Angleterre. Et il se trouve qu'ayant vendu mon entreprise, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, personne n'y va. Et donc, j'ai créé une société qui s'appelle le Boat Club de France avec un associé. Et on est parti avec cette idée que, comme c'était une nouvelle façon, effectivement, qui se plaçait entre la propriété et l'usage. Alors, pour faire court, un boat club, c'est des membres, en fait, des clients qui achètent un certain nombre de points ou de crédits et les utilisent sur l'ensemble des bases du boat club selon la taille du bateau, la saison. Donc voilà, donc l'idée, c'était d'éradiquer, on va dire, les inconvénients de la location, avec des horaires, aller-retour, réservés, etc. Et pour les problèmes de la propriété que je connais bien pour avoir été propriétaire. J'ai même fini par vendre mon bateau tellement ça m'énervait de m'en occuper. Et donc, voilà, et donc d'être entre les deux. Et on s'est dit, comme c'est nouveau, évidemment, voilà, Internet, c'est la solution pour commercialiser. Et donc, je sais que c'est la journée pour dire beaucoup de choses sympas sur comment se développer sur Internet. Nous, on en a découvert les limites en réalité. C'est-à-dire qu'on a démarré en mars 2017 et en faisant un site qui a été fait par une boîte de Nantes, très joli site, bien foutu. On a fait aussi une appli, un site responsif pour tout ce qui était réservation. Et puis on est parti comme ça. Bon, et avec beaucoup de Facebook, LinkedIn, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne nous donnait pas beaucoup de prospects. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il y avait des gens que ça lisait beaucoup, qu'on était partagé, etc. Mais enfin, en attendant, ça répondait pas vraiment. Or, et donc pendant les 6 premiers mois, en gros, quasi pas de membres, pour pas dire pas de membres. Avec pourtant, on en parle, la presse en parlait, on a participé à des tables rondes où tout le monde disait le succès des boat clubs. Donc moi j'étais là avec mon 0 de chiffre d'affaires, mais bon, ça se voyait pas. Hein. Et voilà. Et donc les spécialistes du net, disaient mais t'as raison, faut y aller, ça va démarrer, etc. Bon. Et puis, il se trouve que, au bout de 6 mois, je me suis dit, tiens, il faut peut-être que je me repenche sur le commercial. Donc, j'ai rappelé les gens qui s'étaient quand même intéressés, en disant, écoutez, je ne voudrais pas vous en parler au téléphone, on va se voir. Et donc, je prenais ma voiture en disant, oui, il se trouve que je suis cet après-midi à Piriac. Et donc, voilà, donc je prenais ma voiture Nantes-Piriac pour aller au rendez-vous. Et là, 7 personnes sur 10 ont signé. Bon, je ne crois pas que ce soit le talent de vendeur, parce que c'est quand même un chiffre étonnant. Et donc, ça veut dire que pour moi, il y avait un problème de confiance sur le net. C'est-à-dire qu'on se fait connaître, les gens reroutent, partagent. Enfin, en attendant, c'est un nouveau système. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais voilà, il faut rester, comme on disait avant, je ne sais pas si on le dit toujours, je n'ai pas le langage... qui va bien, mais dans le mortard, en disant il faut rencontrer des gens sur les ports. Voilà. Et ça a commencé à décoller. On a fait des membres, d'ailleurs, qui nous envoyaient leurs copains. Donc ça s'est bien passé. Mais je me suis dit, à un âge plutôt avancé, la route est longue, je n'ai pas 30 ans. Donc je ne vais pas faire du porte-à-porte sur les ports, etc. Et donc j'ai cédé l'entreprise à Dream Yacht, qui est le gros loueur que beaucoup d'entre vous connaissent, parce qu'il voulait justement regarder autre chose. À l'époque, il s'intéressait, il a repris Sam Boat. Donc on voit... Et alors, si j'ai fait ça, si j'ai vu Loïc Bonnet, c'est que, en fait, je me disais, c'est une question de fichier. Il faut que j'ai un fichier physique. Et c'est pas sur le net, c'est pas le viral, parce que je reste convaincu, après ces 2 ans d'expérience, que de toute façon, le boat club, le système est logique. Voilà. Et que, voilà. Alors maintenant,
je ne peux pas dire que ce soit un succès sans précédent. On a fini avec une 50aine de membres. Voilà, à Piriac, il y a eu une jolie expérience avec des gens super contents. Mais en voilà donc à la fois l'intérêt, mais à la fois les limites. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que vous aviez une visibilité, l'offre était visible, c'était consulté, mais il y avait peut-être quelque chose à voir avec la confiance, le fait de rencontrer les personnes, et donc le numérique 100% n'était pas suffisant pour pouvoir commercialiser. Exactement. Ouais. Exactement. Et moi, je pense que la difficulté que j'observe dans tous ceux qui font le tout Internet, dans le nautisme en tout cas, il y a un moment où c'est quand même... Il y a une histoire de bateau ou de paddle ou peu importe. Enfin, on est en mer. Il y a un côté sécure. Est-ce que le matériel va être bon? Est-ce que je vais avoir... Est-ce que c'est sécurisé? Et une des sécurités, c'est que la société avec laquelle on traite soit aussi sécure, quoi. Et donc, ça a été un peu ça mon analyse, de dire attention, c'est peut-être un des sujets. Très bien. Merci. Donc, Adrien, on va passer à la partie suivante. Donc, voilà, à la stratégie. Donc, toi, tu es plutôt spécialiste, on va dire, des infrastructures, tout ce qui est port, l'accueil. Est-ce que tu peux nous en donner nous donner quelques mots sur les bonnes pratiques à faire à ce niveau-là? Oui, alors juste avant de rentrer là-dedans, on a un premier constat quand même. La filière nautique a une difficulté, c'est qu'elle connaît très bien ses clients, mais elle ne connaît pas ses non-clients. Enfin, on a une flopée d'études sur les clientèles du nautisme, quelles qu'elles soient, qui fréquentent les clubs, les ports, les boat clubs, etc. On a pas mal d'informations là-dessus. Par contre, on a très peu d'éléments sur la vision des non-clients. Alors, on l'a fait, moi j'étais administrateur d'un centre nautique, justement on s'amusait à pas interroger nos clients, mais à aller interroger les gens sur la plage, leur dire pourquoi vous rentrez pas dans le centre nautique, et on s'aperçoit que le nautisme quand même a des freins énormes. Enfin, c'est perçu clairement comme une activité élitiste. Nous, c'était un club de petits bateaux pourtant, mais on avait des gens qui nous parlaient de yachts dans notre club nautique, difficile d'accès, complexe, extrêmement cher, etc. Donc je crois que l'activité nautique part déjà avec des freins assez importants. Je pense qu'elle n'est pas la seule, parce que le ski, par exemple, a ce souci-là et a beaucoup travaillé là-dessus. Mais voilà, il faut avoir ça en tête déjà, que le nautisme part avec beaucoup de freins. Donc un des enjeux aujourd'hui, et notamment quand on regarde l'évolution du marché, c'est quand même d'aller chercher des non-clients. Et là, par rapport à ça, moi je suis intimement persuadé qu'en tout cas quand on parle de nautisme léger, le meilleur ambassadeur, c'est le bateau qui est déjà sur l'eau, parce qu'effectivement on parlait tout à l'heure de saisonnalité, mais on achète un produit nautique parce que les conditions sont réunies, et généralement parce qu'on voit un bateau sur l'eau. Donc il est extrêmement important en tout cas de travailler sur les conditions d'accueil et tout simplement donner envie à des non-clients de rentrer dans un centre nautique pour pratiquer des activités qui sont extrêmement faciles d'accès, et je pense notamment au paddle qui a clairement révolutionné l'accès à la pratique. Donc ça, c'est un des vrais enjeux, et moi je vois beaucoup de prestataires aujourd'hui qui misent tout sur le digital sans forcément travailler l'accueil physique, tout simplement parce qu'ils sont encadrants, donc ils sont sur l'eau à donner des cours, et donc ils pensent que les gens vont s'inscrire tout seuls au centre nautique et arriver 2 heures après, sauf s'il n'y a personne pour leur expliquer qu'on va leur donner une combinaison, que la combinaison a été rincée, nettoyée, que comment ils pourront aller aux toilettes, enfin des choses extrêmement simples, on s'aperçoit que ça fonctionne pas. Donc moi la préconisation, c'est d'être très bon sur les deux, très bon en ligne bien évidemment, mais très bon aussi sur les sites, parce qu'il y a cette nécessité vraiment de donner envie. Et moi je vois trop de prestataires du nautisme en fait qui se disent moi j'ai une communauté incroyable sur Instagram, et en fait ils ont une communauté avec uniquement des pratiquants, et en fait toucher, on en discutait ce matin, mais toucher un pratiquant c'est assez facile. On a peut-être on a un grand mystère dans la filière, on passe tous les ans énormément de permis bateaux, et ça augmente tous les ans, et pourtant les volumes de vente de bateaux neufs ont tendance à diminuer. Donc les gens passent leur bateau, je pense qu'il y a une envie d'aller, passent leur permis, ont envie d'aller sur l'eau, de faire du bateau à moteur, et ça se concrétise pas forcément par l'achat. Que deviennent ces gens-là, comment on les touche, enfin, ça c'est un des vrais sujets, et c'est l'importance d'être bon sur les deux domaines, en présentiel et effectivement en ligne, quoi. Très bien. Donc Claire, comment on peut réinventer cette relation client? On va parler de quoi aujourd'hui pour parler à ces nouveaux consommateurs? Oui, le problème c'est un peu ça, c'est que les skippers sont restés un peu sur un monde
je dirais un peu avant, où finalement ceux qui faisaient du bateau, c'est des gens qui s'y connaissaient plutôt bien, qui avaient éventuellement dans l'idée même d'acheter un bateau, donc ils voulaient juste se perfectionner. Du coup, les skippers, ils savent bien l'importance du web aujourd'hui, alors ils ont tous à peu près leur site, et comme ils sont très fiers de leur bateau, ils racontent l'histoire de leur bateau et ils vont donner tout l'équipement qu'il y a dans leur bateau, donc la surface de voile, est-ce qu'il y a un sondeur, etc. Et nous, c'est vrai qu'on est sur maintenant du grand public, hein. Il y a 40% de nos clients qui sont jamais montés sur un bateau, donc c'est quand même beaucoup. Il y a des familles, des couples, des solos, etc. qui partagent ou qui privatisent. Et donc eux, évidemment, ce qu'ils veulent savoir, ils savent même pas qu'on parle de surface de voile. Ce qu'ils veulent savoir, en fait, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant 2 jours sur le bateau, qu'est-ce qu'ils peuvent voir, est-ce qu'ils vont se balader, où est-ce qu'ils vont déjeuner, où est-ce qu'ils vont dîner, comment ils vont dormir, dans quel type de cabine, combien il y a de toilettes. Et ça, c'est complètement décorrélé finalement avec les informations que va leur donner le skipper. Donc on n'est plus du tout sur de la technicité qu'il va falloir complètement oublier peu à peu. On est vraiment sur le tourisme en général, et parler d'un bateau comme on parle d'un hôtel, pour pouvoir se mettre à la place du client, donc lui donner des offres packagées en lui disant qu'il va aller faire un week-end vers telle île par exemple, selon les conditions météo évidemment, mais globalement plus de lui parler de son aventure et de son confort que exactement du bateau, parce que en fait les clients souvent ne savent même pas la différence entre un monocoque et un catamaran, enfin nos clients à nous. Donc voilà, faut vraiment penser un peu le public autre que celui qu'il a été à un moment donné, quoi. Très bien. On va pouvoir passer à la partie donc comment décliner sa stratégie, et donc tu as effleuré le sujet des différentes cibles. Donc il y a 3 grandes familles. Oui, exactement, qui n'ont pas forcément les mêmes attentes. Donc une famille qui va partir en bateau, par exemple, elle va être rassurée sur l'espace qu'elle aura à bord. Est-ce qu'il y a de la place pour chacun? Est-ce qu'ils vont pouvoir dîner tous ensemble? Est-ce que les enfants peuvent jouer? Et finalement, le prix est important, mais peut-être moins que l'environnement. En revanche, les couples, ils vont être très sensibles au prix. Et les solos, par exemple, ils vont vouloir au contraire savoir s'ils vont apprendre, avec qui ils vont se trouver sur le bateau, qui est le skipper, est-ce qu'ils vont bien s'entendre avec lui. Enfin, ils vont peut-être rechercher quelque chose d'un peu plus humain que les familles qui sont déjà en famille et bon, pour qui c'est finalement un petit peu moins important. Donc en fait, c'est vrai que faut faire attention aux informations qu'on donne selon le type de public, et du coup faut adapter, en fait, dire par exemple qui est le skipper, ça va être, et les gens sur le bateau, ça va être plus important pour les gens qui partent seuls. Très bien. Et donc concrètement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu conseilles, donc voilà, des choses pratiques qui fonctionnent aujourd'hui pour le nautisme? Ouais. Bah alors, le nautisme, en général, on retrouve des grandes théories, hein. Par exemple, Facebook, ça marche vraiment avec les vidéos. Ça, je pense que dans tous les domaines, c'est pareil. Maintenant, pour tout ce c'est toujours bien d'avoir une page Facebook et une communauté. Après, quand on fait des choses très ciblées sur des stages de voile, sur de la location sur les nouveaux bateaux qui vont sortir, par exemple, on peut faire tout ce qui est payant parce qu'on va pouvoir vraiment viser un public précis, donc dire celui qui a été regardé le dernier bateau sorti, éventuellement je vais le viser. En revanche, qu'on fait des choses vraiment grand public, donc activité de mer de plus en plus, quelle que soit l'activité, hein, surf, paddle et croisière comme nous avec Skipper, on vise vraiment un public large, du grand public, et là tout ce qui est Facebook payant par exemple est de plus en plus abandonné en fait par les sociétés qui dépensent sans forcément savoir viser le bon public. Pour les autres choses, y a la newsletter évidemment, où il faut quand même donner toujours, on dit 80%, 20%, 80% d'informations qui n'ont pas à voir en fait avec notre activité, enfin sur un thème, mais il faut apporter de l'information en fait aux gens pour finalement ne garder que 20% sur notre société à nous, nos offres, parce que les gens en ont un peu marre de cliquer sur des offres perpétuellement, et donc ils vont rechercher à être informés, à apprendre des choses. Et enfin, évidemment, dans la communication, et nous, ça fait partie de notre majorité de trafic, c'est le référencement.
Donc le référencement payant, moi si j'ai un retour d'expérience là-dessus, c'est vraiment de se focaliser sur les gros paniers, parce qu'en fait le référencement payant, quand on a une activité concurrentielle, ça coûte vite très cher. Donc si on veut vendre des choses à 50 €, pour ma part, je dirais de pas y aller. En revanche, dès que le panier est plus haut, on peut viser quelques produits. Et surtout le référencement naturel, puisque c'est quelque chose qui est complètement pérenne en fait, et qui permet vraiment de prendre de la place de plus en plus sur les mots-clés qu'on souhaite. Et du coup, pour ça, je dirais d'abord de se former en amont, parce qu'on a tendance à se dire je fais un premier site, on verra le référencement naturel après. Non. En fait, vaut mieux connaître les grands principes d'abord pour structurer son site, pour savoir sur quels mots-clés on va en fait attirer les gens. Donc ça, c'est hyper important de connaître les grands principes et de savoir comment on structure et quel est le parcours client pour mettre les bons mots-clés aux bons endroits, pour faire le plus de référencement possible. Et puis ensuite, une fois qu'on a lancé son site, qu'on a appris, qu'on a fait le gros du référencement naturel, effectivement, de prendre une prestation externe, c'est bien parce qu'il y a des choses très techniques dans le référencement qu'à moins de devenir expert, on n'arrivera pas à faire soi-même. Mais je dirais que c'est en deuxième lieu et que n'importe qui aujourd'hui veut faire un site web est obligé à un moment donné de s'intéresser au référencement naturel, enfin, selon moi, et donc de connaître en amont les grands principes du référencement. Très bien. Une question sur les réseaux sociaux. Donc, on a parlé de Facebook. Ouais, j'étais content. Moi, je commence à être à l'aise. J'entends parler d'Instagram. Est-ce que tu as des remarques par rapport à ce nouvel outil qui est assez intéressant pour les photos notamment ? Alors effectivement, c'est super pour les photos et puis c'est aussi très bien si on s'intéresse à un public jeune parce que tout le monde a sa story Insta. Mais donc nous, c'est un peu moins notre public. En fait, on l'a essayé Instagram, on le fait encore un petit peu de temps en temps. En fait, on est un tout petit peu réticent mais on n'est peut-être pas doué sur Instagram. À la base, tout le monde peut avoir quand même accès aux contacts Instagram. Ça veut dire que un prestataire peut envoyer à tous nos contacts un message. Alors, les contacts Instagram ne sont pas forcément les clients, mais ça peut quand même poser un problème de confidentialité à un moment donné si on n'a pas envie que tous les gens qui nous suivent sur Instagram puissent être contactés. Oui. Donc, pour débuter, on a dit que c'était important de bien définir ses cibles par rapport à ses solos, à ses familles. Également, quelles sont les actions à minima à mener sans moyens ? Donc, on avait évoqué également la page Google. Tu veux en parler ? C'est compliqué de donner en fait un chiffre de est-ce que ça marche la page Google, mais en tout cas, je pense que c'est rassurant de savoir qu'on est visible sur Google, qu'on a un petit identification Google Business, ce genre de choses. Après, la page Facebook, je pense que c'est toujours rassurant aussi, même si ça fait peut-être vieux jeu maintenant, je sais pas. Mais je pense que c'est toujours rassurant pour les gens. Et puis, toujours, je pense, le proof of concept pour débuter, c'est-à-dire de faire quelques pages en commercialisant ses produits et voir juste s'il y a de l'attraction dans un premier temps et puis de la vente ensuite, mais au moins du trafic. Bruno, sur cette idée de test and learn, est-ce que tu peux nous donner des conseils de ne pas commencer forcément moi, je rajouterais aussi les liens croisés avec d'autres, j'en sais rien, fédérations, confrères, etc. Je pense que ça fait quand même du référencement aussi. Juste une petite expérience qui revient un petit peu mortard aussi, c'est on a eu un article à l'époque du début du Boat Club sur c'était Ouest France, et surprise, quasiment tous les appels c'était des femmes, ce qui est quand même pas dans le nautisme. Je ne veux pas jouer mais voilà, on va dire dans tout ce que j'ai vu depuis 40 ans, c'est quand même 80% d'hommes qui viennent ou acheter le bateau. Voilà. Et là, complètement inversé. Et donc, du coup, on a regardé, à cibler, c'était sur Facebook, les femmes 44 et Morbihan qui avaient regardé location de bateau depuis. Et là, ça fait tout de suite du retour. Donc, en fait, l'étude de sa cible peut être aussi importante. Et effectivement, celle qui disait « Mais attends, t'es con, tu vas pas acheter un bateau ?» Et voilà. Et ça, c'est un petit exemple de pour moi, ce qu'on peut faire. Mais alors, franchement, je donne de leçons à personne dans ce domaine. Donc, l'idée, c'est d'essayer, de bien piloter et puis de réajuster sa stratégie, peut-être à horizon tous les 3 mois, 6 mois, pour être dans une démarche d'amélioration continue.
Oui, en termes de référencement, si je débute demain, je peux attendre avoir des résultats au bout de combien de temps en termes de mois pour concrètement, voilà, j'ai des retombées. Là, je peux répondre à un exemple très concret, sans faire de pub, puisque ça ne concerne pas ce sujet-là aujourd'hui. Mais le petit site que j'ai monté, Nautilink, je l'ai ouvert semaine dernière. Et aujourd'hui, il y a eu 300, alors je ne sais plus comment on va dire ça, entrées, enfin, visiteurs directs qui sont restés. Et la moitié, c'est des gens qui cherchent à acheter des entreprises. Et ça s'est passé en une semaine. Donc uniquement le référencement, je cherche une entreprise dans le nautisme. Donc on va dire 5 mots-clés. Et ça a suffi à pointer sur le site. Donc référencement naturel, payant? Ah ouais. Non, naturel. Je n'ai rien fait de plus que de mettre vraiment ces mots-là, ou fusion, acquisition, ou machin. Donc je pense que la clé, c'est quand même le site bien fait. Alors j'étais accompagné, une société qui m'a fait ça et qui, aux petits oignons, et pas très cher. Et donc voilà, c'est quand même une surprise. Très bien. Bon, bah, on est très bien au niveau timing, parce que ce matin, j'étais à l'atelier sur la gestion du temps. Donc, on essaye de s'améliorer. Donc, comment débuter, on l'a vu. Peut-être un petit mot pour conclure avant de passer aux questions-réponses. Adrien ? J'ai vu que tu étais venu avec... On n'en a pas parlé dès le début, mais oui, on est tous les trois pour le coup, et on est d'autres dans la salle. Parfait. Membre de l'association NINA, Nautisme Innovation Numérique Atlantique. Donc c'est un cluster d'entreprises et d'entrepreneurs du nautisme et qui vise à accompagner et promouvoir l'innovation dans les filières nautiques. Donc s'il y a des porteurs de projets dans la salle, on est bien évidemment à votre écoute après la conférence. Et puis nos rangs sont ouverts en tout cas de nouveaux adhérents. Donc une belle communauté. En plus, j'ai entendu que l'adhésion était très modeste en termes de tarifs. Tout à fait. C'est le trésorier qui parle. Oui. Donc c'est le moment pour les questions-réponses. Allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Voilà. Donc il y a un micro dans la salle. La première question, c'est jamais facile. Henri, est-ce que tu as un bateau au fond ? Je n'ai pas de bateau, mais j'ai utilisé Skipper cet été et ça m'a fait découvrir le nautisme. Donc voilà, peut-être qu'un jour j'y viendrai. J'ai pas de questions autres que ce commentaire. Donc un avis positif. N'hésitez pas à venir nous... Oui. Non, je dirais aussi dans l'expérience, puisque moi j'ai eu la chance de voir le démarrage du net dans le nautisme. Il y a, je sais pas, mon premier site, c'était peut-être il y a 25 ans. Je pense que c'était quasiment dans les tout premiers avec la location. Et en fait, ce qui marche, c'est quand même de surprendre. C'est-à-dire que je me souviens avoir fait, il y a peut-être plus de 20 ans, croiser quelqu'un qui faisait des visites virtuelles de bateaux. Et donc, j'avais un bateau en location aux Antilles et j'ai fait la visite virtuelle. Et ça a boosté le truc, alors qu'on n'était pas du tout à l'époque du smartphone, etc. Donc, je pense qu'un peu d'imagination, alors tu disais vidéo, etc. Je pense que là, voilà, il faut quand même avoir, faut tenter, quoi. Donc l'idée, c'est quoi, de rassurer, de donner confiance? Non, pour le coup, c'était de faire parler de soi. C'était la première fois que, quand on allait sur un site, on pouvait visiter virtuellement un bateau. Comme ça, en se promenant. Alors à l'époque, c'était un peu l'âge de la pierre, hein, c'est-à-dire qu'on cliquait, on était dans le carré, on cliquait, on descendait dans la cabine. Enfin, c'était pas avec la souris, mais n'empêche que ça avait fait beaucoup causer. Et puis l'autre expérience que j'ai vue, mais ça doit rien dire, enfin pas dire à beaucoup de monde dans la salle, c'est l'expérience Simply, qui était un site internet, un portail qui avait mis beaucoup d'argent. Je crois, peut-être il y a peut-être une vingtaine d'années. Et en fait, dès cette époque-là, je me suis dit, il faut aussi du physique. Donc c'était une boîte qui était à Paris au moment de la bulle internet. Je ne sais pas combien ils avaient mis. Je crois que c'était de l'ordre de 40 millions de francs quand même.
ça rigolait pas. Je me souviens bien parce que ma femme y travaillait, s'occupait de la partie location de bateaux. Et en fait, voilà, et ça avait dès lors montré la limite du tout Internet par rapport à notre cible client qui a besoin d'aller sur les ports, qui va à la capitainerie, qui vient sentir l'air frais quand il arrive en vacances. Première chose, il va à la marina. Et voilà, donc c'est vraiment le mix des deux qui fonctionne. Là, c'est concret parce qu'il y a des skippers, il y a quelque chose voilà, c'est les chefs de bord et propriétaires. Donc, on est vraiment dans quelque chose de concret. Après, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à inventer dans la vie des ports de plaisance au niveau des collectivités locales pour faire vivre un petit peu les ports? Parce qu'il y a beaucoup d'élus qui disent que mon port de plaisance, il a du mal à vivre. Est-ce qu'il n'y a pas une offre de service, quelque chose je sais qu'il y a des sujets là-dessus. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de faire vivre un petit peu les ports, de faciliter l'accès des consommateurs potentiels aux bateaux? Alors, il y a une chose, c'est qu'on est dans la Mecque de ce qui est en train de s'inventer comme port de plaisance, avec le travail que fait Emmanuel Jahan et son équipe. Ça fait longtemps qu'il y a des réflexions. D'ailleurs, je reviens au Boat Club, c'est en parlant avec Emmanuel et en présentant notre petit film dont je parlais tout à l'heure, ils m'ont dit, nous, on fait ton labo. Donc, il y a un côté laboratoire ici qui est intéressant et je sais pas si... On est où? On est en Bretagne ou en France? Non, ici, le Pays de la Loire. Piriac, le Pouliguen. Donc ça bouge. Il y a une... mais je pense qu'on a dans la salle Jean-Charles qui peut peut-être dire un mot, non, sur ce qui est en train de se faire de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions c'est pas un parking à bateau pour gens friqués, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on donne du service. Oui, tout à fait. Bon, Adrien connaît aussi bien la situation, mais effectivement, aujourd'hui, les listes d'attente dans les ports, elles diminuent. Il y a même certains ports, ils commencent à démonter des pontons. Qu'est-ce qu'on fait sur le site et surtout comment on amène des nouveaux pratiquants et comment on change l'image élitiste, comme on parlait à Adrien tout à l'heure, et aussi comment on va aussi chercher des nouveaux usagers. Et je pense qu'une des solutions, et ce que disait Bruno, c'est aussi d'aller chercher des femmes, parce que c'est un milieu très masculin et je pense qu'il faut aussi amener les femmes sur l'eau pour partager et jouer aussi l'expérience famille, quoi. Les femmes et les familles, peut-être? Oui, voilà, ouais, effectivement, nous, à Périac, c'est un des axes qu'on va essayer de développer dans les années qui viennent. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres compléments? Juste là-dessus, parce qu'effectivement, il y a des réflexions un peu partout en France, port du futur des ports, et pour le coup, on a vraiment sur le territoire et en Bretagne Sud des gestionnaires de ports vraiment précurseurs sur ces sujets-là, mais il y a quand même un faisceau d'alerte, en tout cas, sur l'âge moyen des propriétaires qui augmente, l'érosion des achats de bateaux neufs, etc. Donc il y a des vraies inquiétudes. On a la chance ici, dans un bassin de navigation qui reste attractif. Moi, j'ai des missions en Normandie. En Normandie, on a des centaines de places qui sont immédiatement disponibles. Et une des difficultés, c'est que on demande à ces gestionnaires de port de changer de métier. C'est-à-dire que pendant 30 ans, ils ont géré de la pénurie, donc géré de la saturation. Ça rend pas hyper offensif, en fait, de gérer des listes d'attente, à tel point que pendant longtemps, en Normandie, on a des cas, il y avait des passerelles, en fait, entre des jeunes militaires, enfin des jeunes retraités militaires qui devenaient effectivement directeurs de port de plaisance parce qu'on cherchait des gens extrêmement rigoureux pour gérer les listes d'attente et éviter les pots de vin, etc. Et aujourd'hui, quand je vais les voir, je leur dis mais il faut qu'on aille chercher des clients. Ils me regardent de manière assez étrange en se disant c'est pas mon métier. Donc il y a un vrai besoin effectivement de rapprocher les univers. Donc je le disais tout à l'heure, on fonctionne un peu en silo et quand on regarde au niveau local, le port gérait son port et gérait sa liste d'attente, le pro faisait son métier dans son coin. Et en fait, c'est tous ces métiers qu'il faut réussir un peu à dépoussiérer, à faire travailler ensemble, parce que l'intérêt du port, c'est qu'il a des places, il a de la place autour de son bassin, il a des prospects, il a des gens en liste d'attente, et en tout cas, c'est naturellement quand on veut faire du bateau, on va à la capitainerie, ce qui fait que tous les gestionnaires de port me disent on vient me voir pour faire du paddle, c'est pas mon métier. Bah si, en fait, ça doit le devenir. Donc il y a un vrai enjeu en tout cas de réussir à rapprocher tous ces univers-là, en mettant beaucoup de digital quand même là-dedans, parce qu'effectivement, l'exemple de skipper, ça a permis de dépoussiérer un métier de la location qui était
un peu resté au siècle dernier quand même dans la communication et la commercialisation de son activité. Donc il y a un vrai enjeu, et je vois plus les projets avancent et plus il y a un vrai enjeu en tout cas d'agréger en tout cas les différents univers du nautisme pour aller chercher des nouveaux clients, parce que l'enjeu il est clairement là, quoi. Très bien. Une dernière question. Est-ce que vous pouvez préciser, ça serait des touristes D'accord. Est-ce que vous travaillez avec l'international En fait, il y a un lien très étroit en fait, entre le choix de son port et là où on réside. Quand on a, notamment sur des petits bateaux, quand on habite à Nantes, on met rarement son bateau à Cherbourg, sauf si on a une résidence secondaire à Cherbourg. Donc il y a ce lien très étroit. Après, sur certaines tailles de bateaux, et notamment des grandes unités, on peut dormir à bord. On a un potentiel pour aller chercher des clients, mais c'est vraiment des marchés de niche. Donc effectivement, en Bretagne Nord, le port de Roscoff, j'imagine que tu évoquais ça, qui a eu des difficultés de remplissage quand même pour plein de raisons, est allé chercher les Anglais parce qu'il y a un trafic ferry permanent. Ouistreham, aujourd'hui, on est en train de travailler là-dessus, mais ça reste des profils un peu particuliers, de gens qui ont des gros bateaux, et quand ils viennent, ils partent pour longtemps. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas à Roscoff juste pour faire une navigation de 2-3 heures. Donc c'est une des difficultés qu'on a quand même pour aller chercher des clients extérieurs. Après, il y a autre chose, c'est les clients en escale, c'est-à-dire des gens qui partent en croisière, donc qui quittent leur port d'attache et ensuite pour aller naviguer. Et là, pour le coup, les ports normands des Hauts-de-France accueillent énormément de bateaux étrangers qui viennent d'Hollande, Pays-Bas et des Anglais. Mais là, on est sur plutôt des séjours extrêmement courts, de 2-3 nuits avant de passer au port d'à côté, quoi. Bruno ? Oui, pour être complet sur la réponse, là on est sur, on va dire nos ports français, mais le métier, c'est quand même, quand je vois les constructeurs, ça a dépassé les 74% d'export. Donc voilà, donc c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises du nautisme, moi je vois qu'elles sont prêtes à l'export. Enfin voilà, quand on les voit, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Et l'enjeu, c'est de faire les premiers pas. Après, il y a des salons, il y a l'Internet, il y a tout ce qu'on veut. Mais c'est un vrai sujet pour pas toutes les entreprises, évidemment. Hein. C'est sûr qu'une entreprise qui fait du gardiennage et de la vente à Piriac, elle n'a pas de raison d'avoir... et encore, elle pourrait très bien avoir son site en anglais, parce que ça peut faire venir des gens. Mais sinon, je pense à beaucoup d'autres... activité. Je ne sais pas si toi, tu as des clients étrangers. Alors oui, nous on a ouvert le site en anglais, en italien, mais en fait on se retrouve quand même beaucoup avec les mêmes demandes que les Français, c'est-à-dire que tout le monde veut aller en Corse le 15 août et finalement, Cherbourg au mois d'octobre, ça tente moins. Donc du coup, tout le monde a tendance à se concentrer au même endroit au même moment. Mais malheureusement, ça ne permet pas à d'autres ports de se consolider, notamment pendant l'année, quoi. Très bien. Je vous remercie. Et n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à venir échanger avec nous. Et bonne soirée, bon retour. C'est quoi les spots les plus sympas, on va dire, sur la côte ouest? C'est la Bretagne Sud. Ouais.
les îles, quoi. Les îles, les nord des îles, ouais. C'est vrai qu'on avait 15 ans, c'est vrai que avec les Glénans, tout ça. Après, c'est vrai que j'imagine à Vendée, il y a moins de choses à. En Vendée, on a malheureusement rien. On n'en voit plus des bateaux. Sur l'île quand même. L'île, c'est Oui, chouette. c'est assez cher. Mais en Normandie, on vend pas mal de grandes villes, Chausey, Jersey, etc. Parce qu'ils sont verts sur la Bretagne. S'ils sont du beau côté du Cotentin. Les grandes villes, le port est bien à craquer. Parce qu'il y a Chausey juste devant. Ça fait partie du deuxième ou troisième meilleur bassin de France. Mais après, à l'est du Cotentin, là, la baie de Seine, pour accompagner tous les ports normands, il n'y a rien à faire. Il y a les ports, le port artificiel d'Aromanche, où c'est des super spots à poissons, pour le coup, parce qu'il y a des récifs artificiels partout. Mais sinon, c'est ennuyeux, enfin, il n'y a pas d'île. Ouais, mais la baie de Somme. Alors là, au-dessus, la baie de Somme qu'on a vu, c'est chouette en char à voile. On marée basse en char à voile, mais alors. Non, puis c'est. Sur des taux, il y a des écluses, des machins. Non, ils partent avec un petit retard à l'allumage. J'ai l'impression que ça fait un peu comme sur le tourisme. Tout le monde va aller voir la Tour Eiffel, les trucs, Notre-Dame. Puis après, quand on arrive un petit peu plus loin sur les choses un petit peu qui se méritent davantage, bah là, il y a moins de monde. Ah bah oui. Ça a été ? Oui, bah au niveau technique, très bien. Ouais.